Bonjour, au menu du jour, répétition et succession d'expériences aléatoires. Nous allons parler de tirage de jetons dans une urne, d'arbres de choix, ou de ce qu'on appelle aussi des arbres des possibles, et d'arbres pondérés. Alors, pour commencer, pourquoi tout ça? Alors, si je prends par exemple les jeux de hasard, une machine à sous dans un casino, une grille de loto, eh bien, jouer à l'un de ces jeux, ça constitue une expérience aléatoire, avec par exemple la probabilité de gagner ou de perdre, ou si on veut être plus précis, la probabilité de gagner tel gain ou un autre gain. Eh bien, ça constitue une expérience aléatoire, mais notre joueur de casino, il va répéter plusieurs fois cette expérience dans une soirée. Notre joueur au loto, eh bien, il va répéter plusieurs fois cette expérience aléatoire s'il joue régulièrement, plusieurs fois ou même une fois par semaine. On peut aussi parler du surbooking pour les compagnies aériennes. On peut estimer que, par exemple, une personne qui achète un billet a 1% de chance de ne pas se présenter au vol. Alors pour la compagnie aérienne, ça représente un manque à gagner et donc elle va vendre plus de billets qu'elle n'a de place pour son vol. Eh bien, pour chaque personne qui a acheté un billet, eh bien, on a l'expérience aléatoire qui consiste à savoir si elle va se présenter, oui ou non, au vol. Et donc, on peut très bien imaginer qu'une personne qui a acheté un ticket a, mettons, 1% de chance de ne pas se présenter. Eh bien, en étudiant une répétition d'expériences aléatoires, hein, on répète ça pour chaque personne qui a acheté un billet, eh bien, la compagnie aérienne va pouvoir évaluer le nombre de billets à vendre en tenant compte du manque à gagner si elle n'en vend pas assez et des frais supplémentaires s'il y a trop de monde qui se présente et elle va devoir reclasser ou alors indemniser les personnes qui auront en trop. Un autre exemple, un test de dépistage d'une maladie, on a vu ça. Là, on va avoir une succession de deux expériences aléatoires. La première, je prends une personne au hasard dans la population. Est-elle atteinte, oui ou non, de la maladie qu'on veut dépister? Une fois qu'on a cette expérience aléatoire, dont on ne connaît pas forcément l'issue, eh bien, il y a le test de dépistage qui constitue lui aussi une expérience aléatoire. Le test va-t-il répondre correctement, euh, positif si la personne est malade, négatif si la personne n'est pas malade? Ben ça, c'est aussi une expérience aléatoire, puisque le test a une certaine fiabilité. Un autre exemple, eh bien, tout ce qui constitue les statistiques de population. Hein. Euh, le comportement d'un consommateur ou d'une personne face à un certain événement, ça constitue une expérience aléatoire. Et si on veut étudier le comportement d'une population, eh bien, on va avoir une répétition d'expériences aléatoires pour chacune de ces personnes. On peut par exemple imaginer le comportement d'une personne qui passe devant un panneau publicitaire. Va-t-il s'arrêter devant ce panneau? Ça, c'est une expérience aléatoire. Et si j'étudie ça sur toutes les personnes qui vont passer devant ce panneau, on a une répétition d'expérience. Encore un exemple parmi les innombrables exemples sur une chaîne de production. Là, on a une production en masse de bouteilles, des bouteilles de soda, très probablement. Et on veut étudier si une bouteille présente un défaut ou pas. Eh bien, savoir si une bouteille présente un défaut, eh bien ça, c'est une expérience aléatoire. Et maintenant, savoir si ces bouteilles ont un défaut ou pas, eh bien, c'est une répétition d'expériences aléatoires. Hein, on va prélever plusieurs bouteilles dans la production et on va répéter l'expérience qui consiste à tester si cette bouteille a un défaut ou pas. Donc ça, c'est pour les répétitions ou successions d'expériences aléatoires. Alors pourquoi
les tirages de jetons dans une urne, eh bien, si je prends par exemple mon surbooking, si je dis que une personne qui a pris un billet a 1% de chance de ne pas se présenter au vol, eh bien, je peux considérer que c'est la même chose qu'avoir une urne composée de 100 jetons. Il y en a 99 qui sont blancs et un qui est noir. Et eh bien, savoir si cette personne va se présenter ou pas, c'est la même chose que tirer un jeton dans l'urne. Si le jeton est blanc, la personne se présente. Si le jeton est noir, la personne ne se présente pas. Si je prends mes jeux de hasard, mettons là pour ma machine à sous, eh bien, on a 40% de chance de gagner. Eh bien, j'ai une urne composée de jetons noirs ou blancs. Si j'ai 100 jetons, j'en ai 40 qui sont noirs pour signifier qu'il y a une victoire, et il y en a 60 qui sont blancs pour signifier que le jeu est perdu. Ou alors, on peut être plus précis, pour notre jeu de loto, on peut avoir différentes couleurs pour différents gains, et je vais avoir une urne avec un certain nombre de jetons, avec des couleurs dans les mêmes proportions que les différentes probabilités de gain. Et après, on peut, pareil, représenter chacune de nos expériences aléatoires par un jeton, par une urne, constituée de jetons de différentes couleurs dans les bonnes proportions pour simuler cette expérience aléatoire. Je vais m'arrêter après sur, par exemple, ma production de masse ici. Eh bien, pour tester les défauts de ma production, il est bien évident qu'on ne peut pas tester des millions et des millions de bouteilles. Eh bien, l'entreprise, elle va prélever par exemple 100 bouteilles dans la production et tester si elles ont des défauts ou pas, pour estimer un peu la qualité de la production. Eh bien, prendre 100 bouteilles au hasard dans la production, mettons qu'il y ait 10 millions de bouteilles, c'est la même chose que prélever 100 jetons dans une urne de 10 millions de jetons, avec des jetons blancs s'il y a un défaut, des jetons noirs s'il n'y a pas de défaut. Donc ici, il s'agit de bien comprendre, encore une fois, que l'expérience aléatoire de prélever un jeton ou une boule dans une urne, c'est vraiment une expérience de référence. Et après, on va répéter un grand nombre de fois cette expérience pour simuler des comportements ou des expériences qui ont lieu dans la vie courante dans notre société. Maintenant, nous, en seconde, comme on débute, on se contentera de successions de 2, 3, au grand maximum 4 épreuves aléatoires. Alors, je vous présente les deux exemples de base. On y va. Une urne contient 5 boules indiscernables au toucher, 3 rouges et 2 noirs. On fait 2 tirages consécutifs sans remise. C'est-à-dire qu'on tire une première boule de l'urne, on observe sa couleur, et sans remettre cette boule dans l'urne, on en tire une deuxième. Alors, d'abord, on va faire une représentation, et c'est là qu'interviennent nos arbres. Pour ces successions ou ces répétitions d'épreuves ou d'expériences, eh bien, l'arbre est vraiment un outil adapté. Alors, on tire une première boule. Eh bien, on a 5 boules, 3 rouges, R1, R2, R3, je les numérote 1, 2 ou 3 pour bien signifier que ce sont 3 boules différentes, et on a nos 2 noirs, N1 et N2. Donc on a 5 possibilités. On tire une boule dans l'urne, on la laisse de côté, il nous en reste 4, et on effectue notre deuxième tirage. Et là, eh bien, le deuxième tirage, il va dépendre du premier tirage. Si par exemple j'ai tiré ma première boule R1, la première boule rouge, il me reste les 4 boules R2, R3, N1, N2. Et j'ai mes 4 nouvelles possibilités pour le deuxième tirage. Et on décline de la même manière le deuxième tirage en fonction du premier tirage.
comment se lit cet arbre? Eh bien, par exemple, si je tire la boule R2 en premier, ici en rouge, donc j'emprunte le chemin qui mène vers R2, et ensuite, je peux par exemple tirer la première boule noire, et cette issue, R2 suivi de N1, m'amène à l'événement rouge puis noir. Un autre exemple, donc on part de la racine, je tire d'abord la boule R3, ici en rouge, ensuite la boule N2, j'ai une deuxième issue différente de la première qui amène au même événement de tirer une rouge puis une noire. Un dernier exemple, je tire d'abord la boule noire N1, puis la deuxième boule noire N2, et cette issue m'amène à l'événement d'avoir tiré deux boules noires. Donc, ici, pour les lectures des arbres, ce qu'on appelle les arbres de choix ou les arbres des possibles, on a ces trois grandes règles. La première, eh bien, c'est qu'une issue est représentée par un chemin qui va par de la racine de l'arbre, ici, là, tout à gauche, la racine de notre arbre, jusqu'à une feuille. Ensuite, les chemins sont équiprobables. J'ai autant de chances de m'aventurer sur l'un ou l'autre des chemins à chaque étape. Voilà, j'ai autant de chances au premier tirage de prendre l'un de ces 5 chemins. Une fois que j'ai pris un chemin, par exemple je suis arrivé en R2, j'ai autant de chances d'emprunter l'un ou l'autre des 4 chemins restants. Et ensuite, eh bien, puisqu'on est en équiprobabilité, eh bien, le nombre d'issues est important, il faut le connaître. Il y a autant d'issues que de feuilles. Les feuilles, ce sont les extrémités de l'arbre. Et là, eh bien, pour avoir le nombre d'issues, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors vous pouvez compter, vous allez compter 20 issues. Et alors ça peut vite être assez encombrant, un peu lourd à compter. De manière plus simple, ici, on a combien d'issues? Eh bien, au premier tirage, j'ai 5 possibilités. Pour chacune de ces 5 possibilités, j'en ai 4 autres derrière. Et j'ai donc 5 fois 4 possibilités, j'ai 20 issues équiprobables. Hein, je retrouve 5 fois 4 possibilités. À chaque fois, j'ai 4 possibilités pour chacune de mes 5 premières possibilités. Alors maintenant, les calculs de probabilité, on peut prendre un exemple. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge puis une boule noire? Eh bien, il s'agit d'identifier tous les chemins qui m'amènent à l'événement rouge puis noir. Alors, les voici. Je les ai colorés. Ils sont là. Donc, R1 puis N1 ou N2, R2 puis N1 ou N2, ou R3 puis N1 ou N2. On a 6 chemins, hein, je rappelle. Un chemin, une issue, c'est un chemin qui part de la racine vers une feuille. Donc on a 6 chemins, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'événement est réalisé par 6 issues parmi 20 équiprobables, et ça nous donne donc la probabilité d'avoir une boule rouge suivie d'une boule noire, c'est 6 sur 20, c'est-à-dire 3 dixièmes, ou 0,3. On a 30% de chance, ou 3 chances sur 10, de tirer une boule rouge, puis une boule noire. Ce qui est différent de, par exemple, tirer une boule noire, puis une boule rouge. Alors, en termes de probabilité, c'est pas forcément différent, mais sur l'événement en lui-même, on emprunte des chemins différents, donc ce sont quand même des événements différents, même s'ils peuvent avoir les mêmes probabilités. Alors pour voir si vous avez compris, je vais vous demander d'évaluer une certaine probabilité, et vous allez essayer de le faire vous-même. Donc j'efface tout ça, je garde mes 20 issues équiprobables. Donc la question que je vous pose, quelle est la probabilité de tirer 2 boules de la même couleur? Alors je vous laisse réfléchir, peut-être vous mettez la vidéo en pause, et je vous donne la réponse juste après. C'est bon, je peux y aller pour la réponse. Alors on y va.
Donc, tirer deux bouts de la même couleur, ça veut dire que je tire deux rouges ou deux noirs. On va donc avoir à identifier, à étudier les événements rouge-rouge ou bien noir-noir. Alors pour rouge-rouge, eh bien tous les chemins qui amènent à cet événement, les voici. Ils sont au nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la probabilité d'avoir rouge-rouge, c'est 6 sur 20, c'est-à-dire 0,3. On peut aussi avoir, pour avoir la même couleur, noir-noir. Donc les événements, c'est cela, ce que j'ai mis en noir ici. On en a 2 parmi 20 écuits probables. Probabilité d'avoir noir-noir, c'est 2 sur 20, 0,1. Et donc la probabilité d'avoir deux bouts de la même couleur, c'est la somme des probabilités de ces deux événements qui sont distincts, disjoints. Probabilité d'avoir deux bouts de la même couleur, c'est 0,3 plus 0,1, c'est-à-dire 0,4. Alors, sans faire tout ça, vous auriez pu simplement identifier tous ces chemins et simplement les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chances sur 20, c'est le 6 plus 2 sur 20, et on obtient de la même manière 0,4. Voilà pour l'utilisation des arbres de choix, ou ce qu'on appelle aussi les arbres des possibles. Normalement, si vous avez compris ça, vous pouvez gérer toutes les successions ou répétitions d'expériences qu'on vous proposera au niveau seconde. Alors, il y a quand même moyen de faire plus simple. Alors, parce qu'on voit qu'on peut vite arriver à des arbres qui sont assez lourds et longs à faire. Donc, je vous propose une autre manière de procéder, ce qu'on appelle les arbres pondérés. Alors, je reprends ma situation. Donc là, j'ai simplifié un peu, je n'ai pas numéroté mes boules, mais on a 3 boules rouges au départ sur le premier tirage, 2 boules noires, on n'est pas obligé de les numéroter, N1, N2, R1, R2, R3. Et on a le deuxième tirage avec 2 boules rouges, 2 boules noires. Eh bien, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a quand même des branches et des chemins qui sont quand même rigoureusement identiques. Si je prends la partie supérieure de l'arbre, eh bien, on retrouve 3 fois, là j'ai mes 3 boules rouges, on a 3 chemins qui amènent à des situations qui, au deuxième tirage, sont rigoureusement identiques. Et qui disent simplement que si je tire une boule rouge, et bien après il me reste 2 boules rouges et 2 boules noires. Et on peut condenser tout ça en pondérant les branches de mon arbre et en disant simplement j'ai ces 3 chemins, je peux le considérer comme un seul chemin mais qui a un poids de 3. Et ces 2 chemins noir-noir qui amènent aux mêmes configurations au deuxième tirage, eh bien je peux dire que c'est le même chemin mais qui a un poids de 2. Et on peut faire cet arbre-là. Voilà. Et donc j'ai regroupé mes 3 branches rouges qui amenaient à cette même configuration en une branche qui pèse 3, et pareil, mes 2 branches noires qui amenaient à cette même configuration au deuxième tirage, là, en une branche qui pèse 2. Et on peut faire la même démarche sur le deuxième tirage. Donc là, j'ai 2 branches totalement identiques que je peux regrouper en une seule qui pèse 2, etc. pour chacune d'elles. Là, ici, et rouge, 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 ce sera une branche qui pèse 3. Et donc, on obtient ça. On obtient cet arbre pondéré. On a réduit le nombre de branches. Les branches identiques ont été regroupées en une seule branche, en pondérant, donc en mettant un poids en fonction du nombre de branches qu'on regroupait. Alors comment ça s'utilise ça? Eh bien, si je prends la toute branche du haut, eh bien, j'avais 3 rouges suivis de 2 rouges au deuxième tirage. Eh bien, ça nous donne 3 fois 2 égale 6. On a 6 issues qui amènent à l'événement rouge-rouge. On fait pareil. Rouge-noir, eh bien, 3 fois 2 égale 6 possibilités. Noir-rouge, 2 fois 3 égale 6 possibilités. Et enfin, noir-noir, 2 fois 1 égale 2 possibilités. On va retrouver
notre nombre d'issues, 6, plus 6, plus 6, plus 2, on a encore 20 issues équiprobables. Parmi ces issues, on en a 6 qui amènent à l'événement rouge-rouge, et donc la probabilité de tirer 2 boules rouges, ça va être 6 sur 20 égale 0,3, exactement le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc vous pouvez rester à la méthode qu'on a vue précédemment avec les arbres de choix, et si vous avez compris, bien compris ces histoires d'arbres pondérés, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser parce qu'on allège énormément le travail de représentation. Bien, maintenant on passe au tirage successif avec remise, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tiré une boule de l'urne et observé sa couleur, on la remet dans l'urne et on procède à un deuxième tirage. Ça, c'est pour avoir une structure, une composition de l'urne à chaque tirage qui est toujours identique et pour bien répéter à chaque fois à l'identique exactement la même expérience. Parce que précédemment, quand on a des tirages sans remise, on modifie la composition de l'urne et donc on ne répète pas des expériences identiques. Donc ces histoires de tirage avec remise sont extrêmement importantes puisque c'est vraiment ce modèle-là qui nous permet de modéliser des répétitions d'expériences identiques. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on va obtenir un arbre de choix qui ressemble à ça. Le premier tirage est le même que précédemment. En revanche, le deuxième, eh bien, on retrouve nos 3 boules rouges et nos 2 boules noires. Et ça, à chaque fois. On peut avoir aussi l'arbre pondéré qui va avec. Au premier tirage, je peux tirer 3 boules rouges ou 2 boules noires. Je remets la boule dans l'urne. Donc on a l'urne qui retrouve son état initial. Et au deuxième tirage, je peux encore tirer 3 boules rouges ou 2 boules noires, peu importe le résultat du premier tirage. On se retrouve avec combien d'issues? Toujours, on est sur de l'équiprobabilité. Eh bien, juste en regardant le premier arbre, eh bien, on a 5 possibilités au premier tirage, suivi de 5 possibilités à chaque fois au second tirage. On a donc 5 x 5 égale 25 issues équiprobables. Et maintenant, pour voir si vous avez compris l'utilisation des arbres, une petite question que vous allez essayer de traiter tout seul. Quelle est la probabilité d'avoir 2 boules de couleurs différentes lorsqu'on effectue 2 tirages avec remise, avec toujours notre urne composée de 3 boules rouges et de 2 boules noires? Donc pareil, je vous laisse réfléchir. Utilisez l'arbre de choix à gauche ou bien l'arbre pondéré, comme vous voulez, et réfléchissez à cette question. Je vous laisse un peu de temps, vous mettez pause et je vous donne la réponse juste après. Allez, on y va pour la réponse. Alors, en utilisant simplement l'arbre de choix, eh bien 2 boules de couleurs différentes, ça veut dire soit rouge en premier puis noir en deuxième, c'est les chemins que j'ai affichés ici, ou bien noir en premier et rouge en deuxième. Et maintenant, on a identifié tous les chemins, on a juste à compter le nombre de chemins qui va bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a donc 12 possibilités parmi 25 équiprobables. On a 12 chances sur 25 de tirer 2 boules de couleurs différentes. Alors si maintenant on regarde notre arbre pondéré, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, pour rouge-noir, donc on a 3 rouges suivis de 2 possibilités pour le noir. Ça nous fait 3 x 2 égale 6. La probabilité d'avoir un rouge suivi d'un noir, c'est 3 x 2 sur 25 et égale 6 sur 25. La correspondance avec l'arbre de choix, eh bien on voit bien que ce calcul 3 x 2, il correspond à avoir 3 fois 2 possibilités. Ici. Donc cette multiplication ici, quand on dit 3 x 2, eh bien, elle coïncide vraiment avec le sens commun du mot fois. J'ai vraiment 3 fois
2 possibilités. Et c'est le calcul 3 fois 2 que vous avez ici à droite. On fait pareil maintenant avec noir-rouge. Eh bien, j'ai 2 fois 3 possibilités. La probabilité de tirer une boule noire suivie d'une boule rouge, c'est 2 fois 3 sur 25, 6 25e. Et donc, la probabilité d'avoir 2 boules de couleurs différentes, c'est 6 25e plus 6 25e, 12 25e. Les 12, ce sont les 12 qu'on avait comptés sur le premier arbre. Et ça nous donne 0,48. On a 48% de chance d'avoir 2 boules de couleurs différentes. Voilà, avec ça, vous savez à peu près tout sur les arbres de choix ou les arbres pondérés. Alors, je termine avec quand même une expérience de référence, même si on pourrait la transformer en des tirages de jetons dans une urne. C'est le pile ou face, avec des lancers consécutifs d'une pièce de monnaie bien équilibrée. Alors, je vous montre ce qui se passe avec 4 lancers. On obtient ce genre d'arbre. Donc vous voyez, hein, ça vient très vite imposant, hein, les arbres de choix. Alors, on a combien d'issues? On a 2 possibilités à chaque lancer, donc on a 2 x 2 x 2 x 2, 2 puissance 4. On va avoir 16 issues possibles. À quoi correspondent ces issues? À quoi elles ressemblent? Eh bien, par exemple, premier lancer pile, deuxième face, troisième pile, quatrième pile. Voilà à quoi ressemble une issue. C'est une suite de lettres PF. Donc là, ici, on a PF, PP. Et vous pouvez vous retrouver, pour chaque feuille, à cette série, à toutes les combinaisons possibles de P et de F qu'on peut faire avec 4 lancers. Et après, vous allez procéder comme on a fait tout à l'heure, compter les chemins qui vous intéressent en fonction de l'événement qu'on vous propose. Voilà, donc les ouvertures, elles sont innombrables sur ce sujet, mais je vais m'arrêter là, et vous, retenez bien tout ce qu'on a vu sur ces arbres de choix et ces situations d'équiprobabilité. Voilà, à bientôt, et merci.